tous, mesdames, messieurs. Crise préélectorale au Bénin. Elle aura duré des semaines et ponctuée d'une série de rencontres au palais de la Marine en vue d'une issue favorable. Face à face, Patrice Talon, acteur de l'opposition, rencontre avec la majorité parlementaire, échange avec les responsables des institutions de la République, rencontre avec l'ancien chef d'État Nicéphore Soglo. D'une prise de contact à une autre, pessimisme et optimisme s'entremêlaient. La libre tribune intitulée « Préservons l'essentiel » signée d'un certain nombre de personnalités de la République aura, mesdames, messieurs, par la suite, donné un regain d'espoir aux âmes les plus désespérées. Mais pas pour longtemps. Le très attendu, voilà, face à face, Patrice Talon, professionnel des médias, aura juste confirmé la posture du Conseil des ministres invitant le peuple aux urnes le 28 avril prochain. Une élection devant mettre aux prises les deux formations soutenant le chef de l'État, les seuls déclarés aptes par la Sénat, l'institution en charge des élections. Crise préélectorale et ultime regard de Patrice Talon. Une sortie de l'heure ou une sortie de trop. Tout de suite, parole aux invités du jour, tous des acteurs politiques. À ma droite, Léopold Zinsoui, acteur politique de la mouvance. Il est l'un des soutiens de première heure du président Patrice Talon. L'homme a marqué sa présence surtout au travers du mouvement Trop c'est trop. Il est le père fondateur du mouvement Éveil et Émancipation de la commune de Zé. On ne le présente plus, mais une première sur ce plateau de 100% Bénin. Léopold Zinsoui, bonjour. Bonjour. Et merci d'honorer le plateau de votre présence. C'est moi. En face de lui, un homme qui n'est plus à présenter, mais absent depuis un bon moment sur ce plateau. Il a effectué son retour et c'est sûr, cette sortie du chef de l'État, lui, là, non, Constantin Amoussou, acteur de l'opposition depuis peu, et analyste politique. Il est le président du gouvernement des jeunes du Bénin. Ça aussi, on ne le dit plus. Il est membre de l'USL, cette formation de l'opposition, et membre, figure emblématique du pôle unifié des jeunes de l'opposition. Toujours. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci de nous honorer de votre présence. C'est un plaisir de revenir voir le plateau de Sika TV que j'ai, disons, mis en parenthèse pour quelques petits moments. Mais c'est un plaisir, comme je le dis, de le retrouver à l'occasion d'un débat aussi important que celui-là. Oui, il était très attendu, cette sortie du chef de l'État. C'était, pour certains, la rencontre qui allait permettre un grand sourire sur beaucoup de lèvres. Il a finalement eu lieu, mais pour l'essentiel, on peut dire trêve de plaidoyer pour une élection législative inclusive. Patrice Talon a définitivement tranché. Le scrutin du 28 avril aura bel et bien lieu avec l'UP, l'Union progressiste, et le BR, le Bloc républicain. Les seules formations, il faut le souligner, retenues officiellement par la Sénat. Le seul arbitre pour décider de qui va ou non aux élections. Léopold Zinsoui, vous avez suivi comme bon nombre de Béninois cette sortie du chef de l'État. À l'arrivée, ce fut pour vous un ouf de soulagement ou une grande déception? On s'y attendait. Hein. Moi, au contraire, j'attendais depuis et je savais qu'à la veille de ces élections, le chef de l'État, normalement, doit s'adresser à son peuple, à la classe politique et aux électeurs. Et comme actuellement, nous sommes dans une situation difficile, il était normal que, pour faire taire certaines rumeurs, qu'il parle et qu'il dise ce qu'il en est exactement, et pour fixer les uns et les autres. Et moi, je m'en réjouis, surtout il a su démontrer par A plus B ce qui a été et les raisons qui ont décidé et qui ont décidé les institutions à, n'est-ce pas, décider que les élections, enfin, le processus électoral se poursuive. Pour moi, c'est une conséquence de l'échec de la classe politique de notre pays. Parce que, au lieu de se ressaisir et de saisir
cette opportunité que le président de la République a offerte à la classe politique, qui, depuis 1960, s'est complaint dans des querelles de clochers, dans des luttes de leadership, au lieu de s'identifier aux vraies attentes de la population. Voilà là où nous en sommes. Donc le chef de l'État, une fois encore, a su trouver les justes mots et faire le diagnostic qu'il fallait. Oui, parce que cette crise, si on peut l'appeler ainsi, en quoi ça concerne le chef de l'État? En quoi ça concerne le peuple béninois? Ça ne concerne pas le chef, ça c'est ne les concerne hommes pas le politiques. peuple. C'est l'inefficacité ou l'incapacité des hommes politiques à jouer leur rôle d'éveilleur de conscience et à poser les jalons pour le développement de notre pays. On y reviendra en filigrane sur les moments forts de cette sortie. Constantin Amonsou, vous avez suivi aussi le chef de l'État. Vous aviez aussi certainement votre attente. Léopold s'attendait à cette sortie. Elle est venue au bon moment avec le diagnostic qu'il fallait. Je pense que le chef de l'État n'était pas présent sur le plateau hier. Je pense que cela a été un coup de lapin imposé aux téléspectateurs. Je pense qu'en lieu et place du chef de l'État, nous avions eu affaire à un histrion. Un histrion dans la commedia dell'arte, c'est le nom dont on appelle un mauvais acteur, un mauvais comédien, un farceur. Une personne commise à jouer les rôles grossiers dans une pièce de théâtre. Je pense qu'en lieu et place du chef de l'État, disais-je, nous avions eu ce histrion bachoté activement sur quelques notions basiques de droit à partir desquelles il était appelé à jouer ce qu'il sait le plus faire, sa posture de sophiste. Et vous pouvez comprendre à quel point je suis déçu. Déçu d'abord en tant que citoyen d'un pays qui eut hier le mérite d'être présenté, vu, perçu comme le phare de la démocratie en Afrique. Dernier et finalement exclusif atout de notre pays, dont on sait par ailleurs qu'il n'a pas du pétrole pour dire, qu'il n'est pas connu comme un pays riche, mais qu'il s'est au moins révélé. Et depuis à peu près maintenant 30 ans, comme le pays qui pouvait inventer un modèle, qui a inventé le modèle des conférences nationales, qui a inventé le renouveau démocratique sur le continent noir, qui a inventé les alternances pacifiques d'après les années de dictature en Afrique et qui a permis que quelqu'un comme Patrice Talon... Vous attendiez au fait à quoi de cette rencontre-là? Envoie le chef de l'État. Oui. Envoie le chef de l'État. Je suis désolé qu'ils ne soient pas arrivés. Parce que voyez-vous, si en lieu et place de ce histrion que je vous ai décrit, j'avais eu le chef de l'État, il n'aurait pas été capable de dire que l'image du Bénin en tant que pays démocratique était pour lui une moindre chose, à côté de ce qui étaient ses ambitions personnelles, sa vision personnelle. Si en lieu et place de ce farceur, j'avais eu le chef de l'État, il aurait été dérangé, pas seulement dans les mots, il aurait été à ce point dérangé que même dans son expression faciale, même dans son choix des mots, même dans son caractère, l'on est à lire un homme désabusé de voix, un processus qu'il a voulu évoluer, qu'il a voulu voir évoluer vers un idéal, mais qui se détourne de sa fin. Nous avions vu un homme qui trouvait comme par sublimation le moyen de jouir sur un plateau de télévision, et il n'était que de voir le rictus à l'angle de ses lèvres quand il avait à prendre la parole pour jouer au sophiste devant deux journalistes tétanisés, et en particulier pour l'un d'autre, recevant des cours de sophistique de la part
de quelqu'un qui pouvait avoir le sentiment de tout savoir. Et comme moi, je suis un disciple de Socrate, je sais que le plus grand sage, c'est celui qui a l'humilité de savoir que tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Et pour moi qui ai fait un peu de droit, qui ai fait la base minimale de droit nécessaire, j'ai été nécessaire, je veux dire, pour comprendre l'essentiel. J'ai eu bien souvent envie de rire du théâtre. En suivant, j'ai eu bien, rire. bien envie souvent de rire, parce que ça faisait plutôt rire que pleurer. Que ce mélodrame se joue à ce niveau de la République et que l'acteur qu'on met à cette farce soit non pas l'un de ces comédiens qui se font appeler chiens de garde de la République du chef de l'État, non pas un de ces petits comiques que nous avons pris le soin d'appeler en règle générale les clébés, mais de savoir que c'est celui qui eût pu être perçu comme le chef de l'État qui se soit assis pour porter le discours qu'il a porté. Je voudrais penser que le chef de l'État me suit, qu'il me suivrait. Et s'il n'avait pas idée de le faire, je souhaiterais à ceux qui auront eu l'occasion de nous suivre, de lui recommander vivement de suivre cet élément, parce que j'ai quelques éléments de droit, quelques éléments de philosophie politique, et même sur ce qui est de la sophistique dont il penserait être un des experts, quelques petites notions à partager avec lui. Zissou, vous avez pu prendre assez de notes dans les mots choisis par votre vis-à-vis. Vous vous retrouvez ou vous pensez que là, Constantin Amoussou est plutôt dans l'essai? Vous n'avez pas suivi les mêmes choses, vous, c'était ça? Moi, je veux parler avec ma tête et non avec mon cœur. Vous voyez un vis-à-vis qui parle avec son cœur? Oui, parce que j'ai eu la chance de traverser la plupart, après l'indépendance, beaucoup d'époques de l'histoire politique de notre pays. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je vous fais cette confidence. Oui. J'ai été l'un des acteurs de la société civile qui ont œuvré pour l'avènement de la démocratie. J'étais syndicaliste. Et il n'est un secret pour personne que n'eût été cette grève des syndicats, n'eût été ce travail du Parti communiste béninois, ceux qui ont pris en otage notre démocratie, personne n'allait parler aujourd'hui de ce label béninois. Les gens le chantent, mais ils ne savent pas d'où on vient. C'est quoi le lien avec cette sortie du chef de l'État? Je dis pour dire quoi? Pour dire que la classe politique est dans une situation où elle-même a créé. Le chef de l'État a fait ce qu'il pouvait faire pour qu'on trouve un consensus, parce que nous sommes à quelques encablures de la tenue des élections législatives et les tests de la CEDEAO refusent qu'on touche aux tests fondamentaux qui régissent la vie politique de notre pays. Qu'est-ce que le président de la République pouvait faire d'autre? Chacun a monté les enchères. Bien sûr, nous sommes en politique. Je ne veux pas me baisser pour que vous marchiez sur moi. Les partis qui soutiennent le chef de l'État ont tiré leur épingle du jeu. La plupart des partis de l'opposition, je ne dis pas que tous les partis qui soutiennent le chef de l'État, il y a le PLD, le président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas pu passer le cap. Il y a d'autres partis qui soutiennent le chef de l'État, qui n'ont pas pu réussir. Il a dit aussi. Le chef d'État ne peut pas être fier que tous ces enfants n'arrivent pas à faire un travail
pour un travail qui puisse l'honorer. Vous avez suivi les propositions qui ont été faites au chef Oui. de l'État par ses personnalités, il l'a souligné aussi. Oui, Bon, mais il pense bien quelles évidemment que que... soient les propositions des Oui. personnalités, c'est les députés qui doivent entériner cela. Si les députés n'arrivent pas à s'entendre, dans quel texte vous avez vu que c'est le chef de l'État qui dit parce qu'ils ne s'entendent pas, moi je prends une ordonnance pour le faire. Voilà, il a Dans souligné, le il a même souligné temps, hier, dans- mais ces experts, en faisant leur démonstration, ont semblé dire qu'il ne s'agira pas de violer la Constitution non plus. Là-dessus, le chef, apparemment, n'était pas d'accord avec eux hier. Vous pensez aussi que le chef de l'État avait vu juste et la lecture était exacte? Je ne sais pas. Les Béninois veulent quelque chose de son contraire. Et le problème de ce pays, c'est les intellectuels. Parce que la théorie et la pratique, c'est différent. Vous avez à voir toutes les agrégations du monde. Si vous ne faites pas l'expérience de la chose politique, ce n'est pas pour rien que l'histoire politique du monde a montré que c'est les gens, c'est les petits gens qui ont mené des luttes, qui ont amené des peuples à s'affranchir de certaines situations de domination. Les intellectuels sont là à faire des calculs politiques, à tromper le peuple, à embrouiller le peuple. Parce que nous, la science infuse. Et le droit politique, il y a beaucoup d'interprétations. Donc, le chef de l'État, mais même s'il n'est pas un agrégé de droit constitutionnel, c'est un intellectuel. Et il est entouré De sachant. de sachants. Moi, je regrette que mon ami Constantin puisse dire des choses quand même. Nous sommes en Afrique. Même quand on veut, on a son idée. Parce que nous, dans la science infuse, on a son idée. On va revenir sur... Et quand on veut parler d'un chef, il a les mots qu'il faut. Il pense qu'hier, ce n'était pas le chef qui était sur le plateau. C'était tout un autre personnage. Parce qu'on ne pose pas, on ne va pas dans le sens où il veut, on n'est plus rien. Alors, Constantin Amonsou, Léopold Zinsou, oui, l'a clairement signifié. La question d'interprétation que l'on peut faire, hier, il faut retenir qu'elle a été biaisée. On a voulu conduire, et le chef l'a signifié, on a voulu l'induire en erreur. Il n'est pas question pour le chef de l'État d'opérer un coup de force, un coup d'État pour restituer ces mots. Quand les textes sont clairs, la seule voie qui s'impose en croire le chef d'État dans le contexte actuel, c'est l'issue parlementaire. En dehors de cela, ce serait l'obligé à opérer un coup d'État. Et ce sera la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Le chef de l'État ne voudrait pas être comptable de ces faits. Merci, Joël. Je vais, à l'entame de cette deuxième prise de parole, revenir sur deux éléments ressortis dans l'intervention de M. Léopold Zinsouwi. Lesquels? M. Léopold Zinsouwi a commencé son intervention en laissant entendre qu'il ferait parler non son cœur, Mais sa tête. mais sa tête. Vous auriez été un peu émotif. Lorsque vous, et moi je suis un passionné de Aimé Césaire, lisez Césaire, il vous fera entendre sa voix. Et si vous savez comprendre, vous touchez ces choses de près, que ce n'est pas par la tête, mais par le cœur que les civilisations pourrissent. C'est pas... Ce n'est pas par la tête, Mais c'est pas mais le par cœur. le cœur que les civilisations pourrissent. Et par conséquent, Que lorsque vous laissez votre cœur aller à la pourriture, en faisant le jeu mental de l'esprit, en faisant le jeu de la sophistique, parce que le jeu de la tête, parce que le jeu mental, c'est la capacité à montrer que l'on peut raisonner. Mais tout le monde sait raisonner. Je suis capable de savoir que telle chose, que faire telle chose est avantageuse pour moi. Quand je décide de faire ce que je perçois comme avantageux pour moi, oui, celui qui me regarde faire et qui me voit atteindre mes buts peut dire qu'il est intelligent parce qu'il parvient à défendre ses intérêts.
à aller au bout de ce qu'il recherche. Mais je peux tout à fait savoir que faire telle chose est avantageuse pour ma personne. Mais considérez que je ne suis pas là qu'en tant que ma personne, que je suis dans une fonction telle que je suis l'administrateur du patrimoine de la communauté. Et en tant qu'administrateur du patrimoine de la communauté, pour agir, je ne regarde que pas ma tête. Je ne regarde pas qu'à ma tête, je regarde à mon cœur. Je coûte la chaleur dans mon cœur. Oui, c'est-à-dire avoir la tête froide, mais le cœur chaud. Et avoir ce cœur chaud, c'est s'interroger sur le pouls, sur le battement de cœur de la société à laquelle vous appartenez. C'est s'interroger sur les intérêts. C'est s'interroger sur la souffrance que vous créez. C'est s'interroger sur le rôle dans lequel vous vous trouvez. De n'être pas seulement la personne appelée à assumer vos seuls intérêts, mais à représenter, mais à incarner la société dans son intérêt. Qui assume ses seuls intérêts. Et donc, Léopold n'a jamais dit qu'il faut assurer ses seuls intérêts. Il parle avec sa tête. Oui. Il fait exactement comme les sophistes. C'est-à-dire, chercher les arguments. Et si j'avais voulu un mot plus péjoratif, j'aurais dit les arguties. Pour soutenir. Et vous savez qu'on soutient ce qui ne tient pas. Pour soutenir une idée qui, en réalité, seule, tomberait. Donc, nous revenons sur le second aspect. La deuxième chose, il relève dans son intervention que ce ne sont pas seulement les partis de l'opposition qui ont été exclus. Le chef aussi l'a souligné. Ce qui avait lieu de relever à la suite, à la fois de M. Zossoui, et avant lui, à la suite du chef de l'État, autant pour moi, M. Zinssoui, ce qu'il fallait relever, c'est justement que le chef de l'État est exactement dans la posture d'un père d'une famille recomposée. D'un père d'une famille recomposée. Une famille recomposée en droit familial, c'est une famille telle que nous avons un homme qui épouse une femme qui a déjà eu des enfants ailleurs. Mais qui décide de distinguer et de privilégier les enfants que lui, il a eu seulement avec cette femme et mettre hors d'état de nuit et renvoyer et laisser au sort vulgaire, comme n'importe quel autre enfant n'étant pas de sa famille, ceux qui ne sont pas nés de lui, étant de cette dame. Vous parlez d'exclusion là. Et justement, le chef l'a dit, il n'a jamais été question d'exclusion. Les jeux ont été faits, le ministère de l'Intérieur a joué son arbitrage, si vous l'avez bien suivi. Il déplore le fait que c'est arrivé, mais c'est un fait, le ministère a tranché. La suite, on la connaît, une Sénat qui a fait preuve de sa probité et qui a jugé sur pièce et a tiré les conclusions qui s'imposent constamment. Je voudrais savoir de quel des deux personnages d'hier vous parlez. Soit du chef de l'État, soit de l'histrion que j'ai défini au départ. En tout cas, ça, ce sont vos mots. Moi, je parle du chef de l'État que j'ai suivi, Constantin Amoussou. Je vous ai dit qu'il n'était pas là. Je vous ai dit qu'il n'était pas là. Et vous êtes en État dit qu'il était là. Voilà, le chef de l'État n'était pas sur le plateau. Et pour dire la vérité sur ces faits, chacun sait très bien que depuis le début, tout a été planifié pour que l'on arrive uniquement à ce plan. Il y a 2 ans, ou 1 an et demi, quand le débat autour des questions relative à l'achat des partis politiques avait commencé à courir, j'avais déjà relevé dans une tribune, M. Odaldati était mon contradicteur, que le but du chef de l'État, c'était de venir au parti unique. Et la dernière fois, sur nos plateaux de télévision, j'ai relevé une chose. Voyez-vous, j'ai raconté, j'ai relevé, j'ai porté une histoire. Je rappelais que dans un village, il y avait un homme qui était tenu pour sage. Et en effet, tous les actes qu'il portait, qu'il posait, à l'image de ceux posé par Salomon, pouvait laisser à concevoir qu'il était réellement le sage qu'il tenait être. Il était un sage. Puis l'histoire rapporte qu'un jour, un jeune homme a eu à l'esprit de défier sa sagesse. Alors il vient vers lui. Quand il vient vers lui, il lui tend sa main. Et quand il lui tend sa main, il avait un papillon dans la main. Puis il se lance au vieillard et lui demande « Vieillard, dites-moi, puisque l'on dit que vous êtes un sage, si vous êtes le sage que l'on vous tient être, dites-moi si le papillon que j'ai dans cette main, que le papillon que j'ai enfermé dans mon poing, dites-moi si ce papillon, il est mort ou s'il est vivant. » Et ce jeune garçon malicieux, ce jeune garçon rempli de ruse,
savait que si le vieillard arrivait à lui dire, le papillon que vous avez dans la main est mort, il ouvrirait son poing et laisserait le papillon s'envoler. Mais il savait aussi que si le vieillard s'amusait à lui dire que le papillon était vivant, il fermerait son poing, le tuant, et il ouvrirait la main, il ouvrirait le poing, laissant découvrir un papillon mort. Mort. Alors le vieillard le fixe. Il fixe ce jeune homme rusé. Il lit sa ruse. Il sent sa rage de le tourner en dérision. Puis il s'adresse à lui et lui dit, jeune homme, que ce papillon soit mort ou qu'il soit vivant, cela est en ton pouvoir. J'ai relevé sur un plateau de télévision et je le répète ici, que depuis le début, que les partis de l'opposition aillent aux élections ou qu'ils n'y aillent pas, c'était au pouvoir du chef de l'État. Et ce qui leur a tendu tout le long de ce processus n'aura été qu'un piège sans fin. Un piège sans fin dans lequel on disait, s'ils font comme ceci, on fera comme cela, si on dira cela. Ainsi, on avait pu penser que si les partis de l'opposition s'étaient organisés en un seul bloc, s'ils avaient eu un seul parti politique, ils avaient dissous leur formation pour créer un seul parti politique, on le ferait éliminer. Et on viendrait dire, ils sont bêtes, s'ils avaient été intelligents, ils auraient créé au moins 2 partis, 3 partis, et s'il y en a un qui était en difficulté, ils allaient passer sous un autre. Il avait ce plan. Et il avait le second plan qui consistait à supposer qu'ils aillent en plusieurs blocs. Ah, mais ça, c'était plus compliqué pour moi. Mais dans ce cas aussi, nous allons trouver des arguments. Et comme il se trouve que les partis se sont levés tôt, et que là où le bloc républicain et l'Union progressiste, qui sont les partis du patron, les partis créés de sa propre main, comme Dieu a créé Adam, comme Dieu a retiré de la côte de Adam pour créer Ève, ces 2 parties créées, modulées de ses propres mains, avec son 15 pages, 33 pages d'incongruité, de correction d'irrégularité qui avait été relevée au ministère de l'Intérieur. Dans le temps où un parti comme l'Union sociale libérale n'avait que 3 pages de relevé. Et qu'à l'issue de la veille scrupuleuse qui a été faite pour être totalement en conformité avec tout ce qui a été relevé, on est revenu à ressortir des fautes nouvelles, imaginaires, qui n'avaient rien à voir avec ce qui avait été relevé, alors que le rôle du ministère de l'Intérieur n'est pas de piéger, mais d'assister les partis politiques dans leur volonté de se conformer à la loi. Et donc, en réalité, le gros piège, ce ne fut pas seulement au moment où le chef de l'État dit oui, faites le consensus, mais c'était déjà depuis le début, et c'est encore plus le jour recevant la classe politique, à l'exception de l'opposition d'ailleurs, qui a identifié son jeu de ruse et qui n'était pas présenté, c'est d'avoir dit, nous irons au consensus, nous allons modifier la loi et nous verrons si ça se conformer. Parce qu'en réalité, il n'y avait jamais eu aucun problème par rapport à la loi. Certes, ces lois-là posaient problème en ce qui concerne leur volonté d'exclure. Mais les partis politiques de l'opposition ayant pris à de cela, se sont levés tôt et se sont conformés de façon méticuleuse et rigoureuse à toutes les dispositions de la loi. De sorte que si je demande à M. Zinsou, qui est en face de moi, de donner l'exemple d'un seul article, un seul article, de tous les articles au temps de la charte des partis politiques ou du code électoral, auquel un seul des partis de l'opposition n'était pas conforme, il ne pourrait pas en donner un seul. Qu'en savez-vous? En disant donc... en face de vous, oui. Oui, vous allez poser la question tout à l'heure. Si moi je me lève du plateau, s'il donne un article auquel les partis d'opposition ne sont pas, moi je me lèverai de ce plateau. Je le mets au défi. Allez-y. Et donc, dessus, dire que quand on a dit il faut modifier la loi et que les membres de l'UP et du bloc républicain vont de terrain en terrain en disant qu'on a voulu que les opposants, que les hommes politiques désormais payent les impôts et que l'opposition ne voulait pas. On sait que c'est faux parce que les leaders de l'opposition, tous voulaient être candidats, tous ont payé les impôts et des personnes avaient ils avaient leur situation fiscale à zéro et cependant n'avaient pas eu leur quitus fiscale. Qu'en ce qui concerne tous les autres papiers, ils étaient à jour. Que même l'Union sociale libérale, qui a été l'un des partis, on ne parlait que de ça, c'est vos partis politiques,
l'un des partis les plus avisés, pour aller jusqu'au bout, déposer son dossier. Tout le monde savait que la question, que l'élément qu'ils ont appelé la pièce fabriquée par le président, enfin, je dis, l'avocat du chef de l'État, qui se sent plus, qui donne l'impression de se porter, de se conduire plus en avocat du chef de l'État qu'en président de la Cour constitutionnelle, que cette pièce qu'ils ont appelée certificat de conformité n'existait nulle part dans la loi et que partout en droit, je pense que ceux qui ont fait du bachotage au chef de l'État ont manqué de le rappeler en matière juridique, ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Je vais faire un petit cours là-dessus. Non, pas en droit. À l'essentiel. En droit. C'est en quelques lignes. Le parallélisme des formes indique que lorsqu'une chose a été faite par une loi, ou par un décret, ou par une ordonnance, c'est pas une loi ou pas un décret, c'est-à-dire pas une mesure du même rang de corps, de normes, que l'on peut modifier ça. Qu'en principe, s'il fallait ajouter une pièce à l'ensemble des pièces qui avaient été prévues et qui avaient même déjà été publiées par la Sénat, au nombre des pièces que devaient déposer les partis politiques pour aller aux élections, c'était le pouvoir législatif. Et donc, une loi qui devrait en disposer et non le président de la Cour constitutionnelle. Mais ça a été fait. Vous avez dit, vous avez évoqué beaucoup d'aspects. Vous permettez, oui, je pose, oui. Vous avez suivi Constantin Amonsou qui dit Tobi, ce qui a été fait n'est nullement du fait du manque d'engagement des acteurs politiques, mais un montage fait de toutes pièces. Pour reprendre son expression, ce fut un piège sans fin dans lequel l'opposition était engluée avec une finalité connue d'avance. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Oui, je le lui concède. Bon, je crois que vous allez me... Allez-y. Le même temps, oui, allez-y. C'est pourquoi je vous relance. Prend la parole. Ah oui. C'est-à-dire, si on n'a pas les freins bien puissants, on n'arrive pas. Ah, vous avez la parole, allez-y. Oui. Non, je crois que on ne va pas tout le temps pleurer sur le lait renversé. Et c'est ce que je reproche à l'opposition. Moi, j'aurais été avec les opposants que au moment où on m'offre l'opportunité de compétir, parce que je suis dans une situation difficile, je ferai tout pour compétir et après changer les choses. Ils semblent dire qu'ils ont tout fait pour compétir. Non. Mais qu'il y avait des pièges partout. Quand on dit consensus, c'est quoi? Consensus, c'est pas que quelqu'un impose sa voix. Et quand nous sommes dans une négociation, je suis bien placé pour le dire. Mais c'est donnant. Alors que dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu donnant. les autres, ils n'ont plus rien à perdre, rien à gagner. Le fait d'accepter, par respect au chef de l'État, de s'asseoir avec l'opposition pour trouver une solution, c'est déjà trop donné. Moi, je serais à leur place, étant donné que c'est un combat d'intérêt. Moi, je n'allais pas creuser ma propre tombe. Parce qu'il y a des propositions qui sont mises sur la table. Revenez sur quelques propositions que l'opposition aurait pu saisir. Maintenant. Quelle est la proposition que l'opposition aurait pu saisir pour qu'on n'en soit plus là? Mais c'est à elle de savoir ce qu'elle cherche. Mais si je veux affronter je veux abattre cet animal, mais tous les moyens sont bons pour moi pour abattre l'animal. Si je sais que je ne peux pas affronter l'animal, si je peux le contourner, je le contourne. Ça a manqué. Ça a manqué vraiment. Mais je sais, connaissant cette opposition-là, cette opposition n'a pas de stratégie. Okay. Cette opposition n'est pas crédible. Excusez-moi beaucoup. Elle n'a pas de stratégie, à quelques exceptions près. Il y a des exceptions. C'est une opposition qui est tout le temps dans une adversité, qui ne dit pas son nom avec le chef de l'État.
au risque de mettre en cause les réformes acceptées par le peuple. Vous voyez que cette opposition, J'aurais aimé savoir. c'est une opposition. Ah oui. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Non, c'est intéressant pour vous. Parce que j'aurais aimé- Vous avez eu votre temps. Votre pour parler sur la- intervention, oui. Mais il aurait souhaité que vous illustrez. Vous illustrez l'adversité et puis, voyez. ce qui prouve que Vous cette voyez. opposition voudrait mettre en difficulté Vous la voyez. réforme du chef. Moi, j'ai toujours un problème avec cette opposition. Vous donnez quelques... C'est une opposition revancharde. Presque tous les membres de l'opposition ont des problèmes particuliers avec le chef de l'État. Et dans leur comportement, cela se sent. Sinon, quelle alternative cette opposition propose au peuple béninois? Quel est le projet de société? Parce que tous s'accordent à reconnaître que le PAG, c'est bon, mais la méthode, mais c'est cela. Mais il fallait l'accompagner. Et c'est de cette façon-là qu'il faut accompagner pour dire qu'il faut laisser tout tomber. Les réformes sur le plan politique, il faut balayer tout. Il faut revenir à l'essentiel sur là. Ça là, c'est quoi ça? Nous sommes aujourd'hui à un tournant politique de l'histoire de notre pays. Revenez en synthèse, vous l'avez dit, oui, le chef de l'État a trouvé aussi que c'est trop demandé. Mais ça, c'est par exemple une préoccupation portée par l'un des acteurs de la société civile. Récemment, il a beaucoup martelé, Jean-Baptiste Elias. Vous pensez qu'on fait un peu dans l'exagération aussi en conseillant cette piste-là? Et il a semblé dire qu'on a été aux élections avec ces tests et aujourd'hui, on a eu un chef d'État grâce à ces tests. Il faut, vu qu'il n'y a pas d'issue à l'horizon, il faut y recourir, quitte à se rattraper par la suite. Nous n'avons pas la culture des réformes chez nous. C'est le problème. Vous voyez, en 1960, Oui. la Chine et le Bénin étaient au même niveau de développement. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique du monde. Et sur d'autres plans, la Chine s'impose aux anciennes puissances du monde. Nous en sommes là depuis 1960 à nous contenter du pays. Vous voyez, quand on veut construire une route, on dit ah non, ça va déjà. On n'a pas une vision prospective. Et quand il y a une situation, on parle toujours avec son cœur. Elias, il a pitié des partis d'opposition. Je le comprends. Ici, il s'agit des affaires de l'État. Et il s'agit de faire bouger les choses au niveau du Bénin. Depuis 1960, particulièrement depuis l'historique conférence des forces de la nation, on n'a fait que régler les problèmes de l'heure. On a voulu déplacer des pions, on l'a fait. On n'a pas posé les jalons politiques et économiques pour le développement de notre pays. Et près de 30 ans après, nous en sommes là. Et c'est les causes de personnes, les intellectuels, les politiciens, ont pris en otage le peuple. Ils s'en servent. Ils se complaisent dans des compromissions pour se partager le gâteau. Ah oui, ce sont des mots qui sont venus hier, oui. Aujourd'hui, le moment est venu. Quelqu'un a osé vouloir faire des réformes. Il a dit depuis qu'il a posé sa candidature. On a toujours dit que celui qui va oser vouloir changer les choses au Bénin, là, il sera impopulaire. Moi, je ne l'ai jamais cru. Mais je me rends compte aujourd'hui que le président Patrice Talon, il faut le féliciter. Quelqu'un qui met en jeu son avenir politique et qui veut, coûte que coûte, poser les jalons pour que le Bénin puisse décoller. Et qui a les dos larges comme ça, il faut le féliciter.
Parce que le Bénin, oui. le président Kérékou l'a dit, le Bénin est un petit pays, mais très lourd. Votre vis-à-vis disait tout à l'heure que ce qui se joue, c'est plutôt une marche certaine vers le parti unique auquel le Bénin a renoncé depuis cette fameuse conférence. Vous avez parlé, vous, depuis qu'on est en train de déplacer pour faire un peu un État à l'image de la Grande Chine. Quelle est la part de vérité dans les deux démarches? Moi, je ne peux pas parler comme un homme de la rue. Je suis un intellectuel. Le Bénin est sur la bonne piste désormais? Je fais partie des premiers soutiens du talent. Je ne suis pas dans la gouvernance aujourd'hui. Je ne peux pas faire comme les autres avec qui on a travaillé et qui n'ont pas pu trouver de place et qui ne peuvent pas dire la vérité à ce peuple. Dites, est-ce qu'on pose la question autrement? Est-ce qu'il faut craindre de voir le Bénin aller lentement mais sûrement vers un parti unique, peut-être réformé? Vous savez, le code électoral, c'est au palais qu'on l'a voté. C'est une seule personne, Guy Mitokpe, qui a voté contre. Contre. Tous les autres ont voté. Et on veut quelque chose de son contraire. On est légaliste ou on n'est pas légaliste. Vous n'avez pas répondu à la, vous n'avez pas répondu à la question, oui. Non, écoutez-moi. Puisque une question, la réponse n'est pas oui ou non. Si vous faites ça, c'est que vous n'allez pas faire. C'est-à-dire, on va toujours embrouiller le peuple. La loi, une loi qui est votée, qui est conforme à la Constitution, qui est promulguée, qu'est-ce qu'il reste à faire? Moi, j'aurais trouvé raison à la classe politique de mon pays ou à l'opposition si, au nom des lois qui ont été votées, oui, sous le régime de la rupture, que la classe politique se préoccupe de faire un combat comme elle le fait maintenant pour demander à ce que nous, on n'est pas d'accord, il faut qu'on change la loi. La loi sur les grèves. Les différentes lois, mais quand il s'agit de leur intérêt personnel, on demande au chef de l'État qu'on accuse tous les jours de violer la Constitution, de violer cette fois-ci la Constitution parce que leur intérêt est en jeu. Constantin Amousso, Léopold Sissoui ne dément pas. Si on en est là, exactement comme l'a souligné le chef de l'État, c'est parce que l'opposition l'aura voulu. L'opposition n'a pas su choisir la formule exacte, n'a pas su concéder quand il a été question de concéder. Quand on est en termes de négociation, il faut savoir donner, il faut savoir aussi s'oublier. Très rapidement, vous serez surpris, mais vous avez choisi des orientations qu'il faut. Je voulais laisser le temps de vous exprimer, mais malheureusement, je vous le souffle, on est pratiquement à 3 minutes de la fin de cette émission. Constantin Amousso, oui, c'est cela la réalité. On est à 3 minutes de la fin. J'ai peut-être 1 minute 30 de parole, mais avant, je veux prêter 20 secondes à monsieur Zinssoui. Le réalisateur me dit que c'est terminé, que c'est 2 minutes plus tôt. Oui, je lui prête 20 secondes pour qu'il réponde à la question. Un article du code électoral, un article de la charte politique auquel l'opposition ne s'est pas conformée. Je veux qu'il réponde à cette question-là. Bon, il n'a pas répondu, c'est certainement à dessein, mais Constantin... Non, moi offre-lui la possibilité de répondre à ça. Ok, vous voulez vous répondre à ça? Ouais. On va conclure tout de suite, oui. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Il a répondu, merci. Il n'est pas dans les secrets des dieux, il n'a pas de réponse pour vous. Oui, Constantin. Donc, il soutient une chose qu'il ne maîtrise pas. Quand il dit qu'on ne veut pas se conformer au code électoral et la charte des partis politiques, il soutient une chose à l'appui de laquelle il n'a pas un élément manifeste à appuyer. En réalité, je reviens pour dire qu'à aucun moment, l'opposition n'a manqué de se conformer à quoi que ce soit la charte des partis politiques, que ce soit le code électoral. Et donc, le raisonnement qu'il tient tombe de soi, sans qu'on ait besoin de pousser ça, même d'un iota, sans qu'on ait besoin de souffler. Parce qu'en réalité, ça ne repose sur rien. Constantin Amousso, vous dites rester sur votre fin, parlant des thèmes juridiques utilisés au cours de cette émission. Quelques petits aspects très rapidement, vous allez conclure là-dessus parce que le temps est complètement Alors sur ça, le temps est passé très vite. Oui. Je voudrais globalement relever que quand le chef de l'État, fort de sa compréhension des notions bachottées, est arrivé à dire que trouver une porte de sortie
c'était de faire un putsch en rappelant que lui, il était préoccupé par le respect de la Constitution pour lequel, d'ailleurs, il a prêté serment. J'ai eu envie de rigoler. Mais regardez l'ensemble du dossier. D'abord, c'est quand le chef de l'État lui-même décide de ne pas rappeler son ministre de l'Intérieur à l'ordre, pour lui dire, vous avez demandé à se conformer à telle et telle disposition, vous avez relevé telles irrégularités, les partis politiques l'ont fait, vous devriez leur remettre leur certificat de conformité. Malheureusement, et ça n'aura été que la seule revendication de l'opposition. Nous promettons aux téléspectateurs de revenir sur l'émission. Vous avez beaucoup à dire, mais le temps... pas permis de conclure. Bon, concluez alors en 30 secondes. Vous allez conclure. Oui, moi, je vous remercie pour cette opportunité que vous avez offerte et pour dire que l'opposition, je l'appelle à un sursaut patriotique. Et comme le chef de l'État a dit, il reste d'autres élections à venir. Elle n'a qu'à revoir sa copie. Merci à vous, à l'œuvre de développement engagée par merci également à vous, Constantin Amonsou, chers téléspectateurs. Vous auriez voulu plus de temps pour cette émission. Nos invités ont voulu faire beaucoup de développement, remonter très bien, mais le temps joue contre nous. On ne pourra pas faire autrement. Ça n'arrête là, quitte à se retrouver, pourquoi pas lundi, pour poursuivre le débat autour de cette question qui préoccupe plus d'un, cette sortie. Pour d'aucuns, l'espoir reste encore permis, mais pour d'autres, il faut y aller penser aux autres scrutins. 100% Bénin, c'est terminé. Nous vous faisons compagnie sur cette citation de l'institutionnaliste béninois Narcisse Tometi. Je le cite, à force de tirer avec rigidité et brutalité sur une corde usée, c'est tout le monde qui chute et tombe dans sa rupture et foudroyant peut-être le choc, tant pour les compétiteurs, les recalés, que pour les spectateurs. Merci d'être des nôtres. À très bientôt.